Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde, votre rendez-vous du dimanche. Ce soir, j'ai le plaisir de pouvoir m'entretenir avec une personne qui n'est pas simplement pour moi un excellent éditeur, ce n'est pas aussi uniquement un excellent auteur, mais c'est un camarade que j'apprécie énormément de par son travail, sa droiture, son attitude globale. Quand on voit aujourd'hui les guerres de chapelle qu'il peut y avoir, rares sont les personnes qui arrivent à avoir une tenue morale décente avec tout le monde. Et c'est une très belle leçon qu'il nous offre au quotidien. Voilà, je me permets de faire ce compliment. J'ai le plaisir donc de m'entretenir avec Sylvain Turin. Bonsoir Sylvain, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, merci beaucoup de la présentation qui m'honore. Et très bien, tout va très bien. Nous sommes en pleine période de l'Avent, donc période pleine d'espérance et donc il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire voir le monde tel qu'il est, mais se créer aussi, disons individuellement ou familialement ou communautairement pour ceux qui ont cette chance, un monde de bien et de bien commun. Donc tout va bien. Eh bien, parfait. Et les mots sont bien choisis pour présenter le sujet de ce soir, c'est-à-dire comprendre le monde tel qu'il est. C'est pour présenter votre tout dernier ouvrage, publié donc au sein de votre maison d'édition, les éditions du Verbe Haut. Alors, je vais essayer de ne pas disparaître avec l'image. Sylvain Durand, René Girard, Du désir à la violence. Un ouvrage absolument passionnant qui permet de faire découvrir un auteur et un penseur, enfin un penseur, un intellectuel français, un très grand intellectuel du XXe siècle, mais qui est méconnu et qui pourtant a fortement influencé de nombreux intellectuels et aussi a développé des concepts fondamentaux qui sont nécessaires, je pense, à connaître aujourd'hui. Et avec cet ouvrage, eh bien, je pense que c'est le livre parfait pour aborder et comprendre, mais et aussi aborder de la meilleure manière l'œuvre monumentale de René Girard. René Girard qui a été un auteur très prolifique, qui est méconnu parce qu'il a vécu aux États-Unis, mais on va aborder la partie biographique et aussi sa dimension universitaire et tout le travail qu'il a pu élaborer, notamment sur sa fin de vie. Donc un ouvrage passionnant aux éditions du Verbe Haut. Et pour ce soir, jusqu'au 1er janvier, chers amis, parce que nous sommes très contents de pouvoir soutenir les maisons d'édition et aussi il faut passer constamment à l'action. Il ne suffit pas uniquement de regarder des entretiens, il faut pouvoir lire, lire pour soi-même, mais lire aussi pour soutenir le travail des auteurs et des éditeurs. Vous aurez un code promotionnel pour avoir une réduction lors de vos achats de Noël, les lectures de Noël, que ce soit pour vous ou bien pour les autres. Voilà, donc tout sera mis dans le chat ainsi que en description. Alors tout d'abord, Sylvain, René Girard, est-ce que vous pourriez nous le présenter succinctement, parce que c'est un personnage, comme je l'ai dit, à mon avis, qui est très peu connu, ou alors, lorsqu'on parle de René Girard, on va juste citer, sans même forcément avoir lu ses ouvrages, on va nous parler de bouc émissaire, de la violence et le sacré, mais qui était exactement René Girard? Alors René Girard, c'est un intuitif. Moi, c'est ce qui m'a tout de suite plu chez lui quand je l'ai découvert il y a 10 ans. C'est quelqu'un qui a des intuitions. Donc les intuitions peuvent mener nulle part et partout. Donc après, il faut une part d'intelligence et de travail pour que les intuitions soient, disons, développées. Et c'est un intuitif. Alors au niveau de sa biographie, il est né le 25 décembre 1923 en Avignon. Donc 25 décembre, c'est pas anodin. Et peut-être que ça a joué d'ailleurs dans dans la recherche et dans la découverte de son thème et de son travail. Il naît dans une famille, disons, bourgeoise, mais un peu déclassée. Il y a beaucoup de culture, mais pas beaucoup d'argent. Son père, Joseph, oui, le 25 décembre, son père s'appelait Joseph. C'est vrai que c'est toujours particulier. Mais son père était conservateur d'un grand musée en Avignon, qui était plutôt un radical socialiste. Et sa mère, qui s'appelait Marthe, Marthe, peut-être que je me trompe, faudra vérifier. La fin d'année emmène aussi sa part de fatigue. Mais sa mère, en tout cas, était une personne très pieuse. Et pour vous donner un exemple que je donne assez souvent maintenant, pour vraiment se rendre compte du milieu et de l'enfance de René Girard, sa mère pouvait citer dans la langue de Dante, d'origine, la divine comédie. Donc, Incroyable. vous imaginez qu'elle pouvait faire la vaisselle, par exemple, et puis citer à ses enfants ce type de choses. Donc, on est dans un milieu très, très culturel, mais en fait, il faut se remettre il y a un siècle. C'est-à-dire que même, contrairement à ce qu'on entend beaucoup dans les médias, même des personnes assez pauvres et d'un milieu social assez bas, eh bien, était rempli de culture. Alors tout le monde ne pouvait pas citer Dante, on est bien d'accord, mais on avait des carcans culturels et cultuels qui nous permettaient quand même de... Bah, rendez-vous compte, la messe était en latin, par exemple, et contrairement à ce qu'on pense il y a un siècle, on comprenait ce que l'abbé pouvait raconter. C'est aujourd'hui qu'on ne comprend plus, mais à l'époque, on pouvait comprendre.
Donc voilà un peu dans le milieu dans lequel a grandi René Girard. Remettons dans le contexte aussi 1923, c'est l'entre-deux-guerres. Donc ça explique aussi le côté déclassé et le côté un peu de misère matérielle. C'est quelqu'un, René Girard, qui va connaître la peur par la guerre, la peur de la faim, la peur et la souffrance du froid, notamment quand il fait ses études à Paris, à l'école des Chartres, comme son père. Et donc c'est quelqu'un qui va être entouré finalement d'une violence qui se développe au niveau mondial et qu'il va vivre dans sa chair. Moi, par exemple, c'est un exemple assez marquant, quand j'ai réussi à me procurer la correspondance qu'il avait eue avec un abbé allemand, qui s'appelait l'abbé Schwager, j'étais très surpris d'une chose, c'est qu'il parlait du beau temps. Je me disais quand même, un intellectuel de ce niveau qui parle du soleil et il est content de se faire bronzer sur sa terrasse en Californie, ou quand il sort de ses cours de Stanford, je me dis, mais pourquoi j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un tel niveau peut perdre une page sur le soleil? Eh bien, en fait, parce que c'est quelqu'un qui a connu la misère, tout simplement. Et il parlait aussi beaucoup de problèmes d'argent. Je ne pourrais pas venir cette année en France parce que je dois économiser, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi dans la vraie vie. Ce n'est pas du tout quelqu'un de totalement éthéré, contrairement à son travail, hein, qui peut paraître assez éthéré puis assez opaque, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui a eu une enfance où il a fait plutôt l'école buissonnière, que ce soit dans sa petite enfance où il est un peu expulsé parce qu'il est souvent malade en fait quand il est très jeune, il est souvent très très malade, et c'est sa mère en fait qui lui fera son instruction. Et donc il a connu aussi ce côté un peu solitaire, d'être expulsé du groupe, expulsé de l'école. Pendant sa période d'étudiant à l'école des Chartres, il fait aussi l'école buissonnière parce qu'il est souvent malade, parce on sent qu'il a une certaine peur des violences, de la violence mondiale, mais aussi de la violence, voilà, on peut imaginer à l'université, etc. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup autodidacte et qui a des diplômes, mais ces diplômes sont surtout des diplômes buissonniers, donc on ne peut pas trop se fier à ces diplômes. Il a une intuition en fait géniale. C'est quand il part aux États-Unis, les Américains lui disent, vous êtes bien gentil, monsieur le Frenchie, mais vous êtes très intelligent, mais il va falloir se mettre à travailler, parce que c'est un dilettante aussi, René Girard. Tous ces côtés-là, moi, j'ai bien aimé quand j'ai découvert ces côtés intuitifs, le côté dilettante. J'imagine très bien le génie comme ça qui trouve une idée, puis qui la développe pour voir où ça va, et puis ça va dans quelque chose d'exceptionnel. Et les Américains lui ont dit, pour avoir votre salaire, monsieur Girard, il faut publier dans des revues universitaires. Donc, il était pas tout de suite à Stanford, hein, mais il était critique littéraire. Et il va devoir travailler sur la littérature. Et là, il trouve son idée géniale du désir mimétique. C'est tout simple. Votre désir ne vous appartient pas. Il appartient à l'autre, à quelqu'un d'autre que vous allez imiter. En fait, votre désir est l'imitation du désir d'un autre. Et il se rend compte de ça dans les grands auteurs, Cervantes, Proust, Flaubert, Stendhal, Dostoïevski. Et il écrit beaucoup d'articles et ça donnera son premier livre, qui est un livre de critique littéraire, mais qui est absolument génial. En fait, il révolutionne déjà la critique littéraire en parlant déjà de conversion, en disant que les personnages, par exemple, prenons le personnage de Proust, pour ceux qui connaissent uniquement la Madeleine, c'est le personnage de la Madeleine, eh bien, qui va arrêter de vouloir imiter le désir des autres pour devenir lui-même. Voilà, donc il parle déjà d'une conversion à ce moment-là. Et lui aussi, petit à petit, se convertit petit à petit à la spiritualité au départ, et puis petit à petit, il va se convertir au christianisme, au catholicisme, et puis à la fin de sa vie, il sera vraiment catholique traditionnel. Voilà pour une présentation un peu brève, mais j'espère assez complète. Mais brève et complète et aussi très importante. D'ailleurs, j'enjoins tous nos spectateurs à prendre ce réflexe-là qui permet, au-delà de découvrir peut-être des vies hors normes de la part des auteurs ou des intellectuels, c'est important de connaître le parcours de vie pour voir les influences qu'il peut y avoir. Et là, tout le travail d'analyse sur les interactions humaines et surtout voilà, ce désir mimétique qui va servir de colonne vertébrale pour pouvoir évoluer sur tellement de domaines qu'il aura pu développer, où il va parler, donc voilà, vous avez parlé d'une analyse sur les structures des romans, mais va y avoir aussi l'analyse des mythes, et petit à petit, il va évoluer sur les notions de violence, sur les notions de sacrifice, et là, ça va aller vraiment très loin. Et encore une fois, dans votre ouvrage, Sylvain, qui est extrêmement bien fait et synthétique, on arrive à comprendre
à la fois le cheminement et aussi ces concepts qui normalement demandent plusieurs centaines, voire milliers de pages à éplucher. Donc vous avez fait ce travail pour nous pour ensuite le synthétiser. Et il faut le dire, la synthèse des concepts qui sont plutôt complexes, et on va pouvoir aborder le premier, hein, vous l'avez parlé du désir mimétique, et il y a plusieurs, à mon avis, facettes à aborder, eh bien, ne tient finalement, même si l'ouvrage fait quand même un peu plus de 200 pages, il tient sur à peine une trentaine de pages, une synthèse qui est très bien faite et qui permettra, à mon avis, à tout à chacun de pouvoir s'initier à ces domaines-là qui normalement peuvent paraître opaques, peuvent paraître fatigants, ennuyants, alors que la maîtrise de ces notions-là sont fondamentales pour avoir accès à une révélation. Et d'ailleurs, c'est un terme que l'on va avoir, qui va être récurrent, à la fois dans les travaux de René Girard, mais aussi dans le livre. On va comprendre vraiment la notion de révélation dans certains concepts et constantes anthropologiques. Bref, vous avez parlé du désir mimétique, et c'est vrai qu'on parle de rivalité mimétique, et c'est ce qui va permettre de développer, pour René Girard, de nombreux ouvrages et concepts. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus en détail ce que représente le désir mimétique, sachant que dans votre ouvrage, pour synthétiser un peu, il y a déjà un postulat de départ qui est important, c'est que c'est quelque chose qui existe absolument dans les lois de la nature. On observe dans le monde animal, mais aussi dans le monde des hommes, dans les sociétés humaines. Et c'est un facteur fondamental, un peu une sorte de point de départ pour le développement de l'être humain et de son interaction avec les autres. Oui, absolument. Alors, j'ai construit le livre, en fait, j'ai construit un peu le livre comme celui que j'aurais aimé avoir il y a une dizaine d'années quand j'ai découvert René Girard et que j'ai dû mettre 10 ans pour pouvoir vraiment, à peu près, j'espère, bien comprendre. Et effectivement, l'interlude biographique me semblait important, c'est-à-dire qu'il y a une petite synthèse, c'est sur moins de 10 pages sur sa jeunesse. Donc là, on en a parlé, je n'y reviens pas, mais je fais aussi il y a aussi une partie de romancée, de fiction sur quelques pages, où je montre comment le mimétisme nous accompagne tout au long de nos journées, du lever du matin avec son enfant, quand on boit une bière, ou quoi d'autre avec des amis, mais également au travail. Voilà, on commence vraiment doucement pour essayer de bien comprendre que le mimétisme fait partie de notre vie, bien avant de s'intéresser à René Girard. Et René Girard n'invente pas le concept de mimétisme en tant que tel. C'est pour ça que j'enchaîne ensuite avec la partie le mimétisme comme mouvement créateur. Et effectivement, je m'intéresse, alors c'est très rapide, hein, mais je suis obligé de m'intéresser au monde animal. Et là, je vais faire l'école allemande. Excusez, j'ai oublié le nom des auteurs, mais je m'intéresse à l'école allemande très naturaliste du 19e qui va étudier comment fonctionne le monde animal, etc. Et on se rend compte que le mimétisme animal fonctionne en partie, mais surtout sur deux mouvements, l'apprentissage très important, et la survie. C'est-à-dire que l'apprentissage, tout simplement, les petits oiseaux vont imiter ses parents, le mâle et surtout la femelle, mais aussi le côté survie avec parfois la cruauté de ce monde animal où tout le monde connaît cette chose-là. À un moment donné, l'oiseau est jeté par sa mère, et s'il n'arrive pas à reproduire les battements d'ailes, eh bien il meurt, tout simplement. Donc il y a aussi ce côté survie, c'est-à-dire que si vous ne vous adaptez pas à la force du mimétisme, eh bien vous allez mourir. Il y a aussi des animaux qui ont totalement intégré biologiquement le principe de mimétisme et de copie et d'imitation. On pense évidemment tout de suite au caméléon, qui va copier vraiment physiquement son environnement, non pas pour l'apprentissage, mais pour la survie et pour se cacher. Et il y a beaucoup d'animaux qui, j'en donne quelques exemples dans le livre, vous découvrirez, c'est assez drôle, qui imitent une feuille ou qui imitent un coin d'herbe ou un rocher ou quoi, pour se fondre dans la masse et pour passer inaperçu. Et vous voyez ça notamment, j'aurais pu le mettre dans le livre, mais je ne l'ai pas mis, dans le film qui avait été réalisé par Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges. Et à un moment donné, il est juste devant une panthère des neiges, mais il ne la voit pas, parce que la panthère des neiges se fond dans le décor. Alors symboliquement, je trouvais que ça fonctionnait bien, mais j'ai eu l'image après la finalité du livre. Et voilà, il y a beaucoup de choses comme ça dans le monde animal, mais dans le monde des hommes, évidemment, c'est partout et tout le temps. Pour ceux qui ont des enfants, ils se rendent très bien compte que c'est souvent la monstration qui fonctionne dans l'éducation plutôt que la démonstration. C'est-à-dire que votre enfant va vous imiter va imiter vos actes et vos actions. Il ne va pas forcément écouter ce que vous allez lui dire, mais si vous êtes en cohérence avec vos paroles, il va imiter vos actes. S'il vous voit toute la journée sur votre téléphone et que vous lui dites non, le téléphone c'est interdit,
il y a quelque chose qui ne va pas, donc il va vouloir vous imiter et prendre le téléphone. S'il vous voit toute la journée avec des livres, il va vouloir toucher des livres, etc. Mais dans le monde humain, ça va beaucoup plus loin, évidemment. Comme vous l'avez dit, le désir est premier. Ça, c'est une grande théorie de René Girard. Et j'en parle plus à la fin du livre pour voir si c'est en relation, on y reviendra, je pense, avec la doctrine catholique ou pas. Si vous voulez qu'on y revienne plus tôt, vous me le direz. Mais ce désir mimétique, imaginons que vous êtes dans une entreprise ou que vous êtes avec votre famille ou même on peut imaginer l'équipe de GPTV. Eh bien, si la hiérarchie n'est pas vraiment validée et n'est pas vraiment éthique et n'est pas vraiment morale, c'est-à-dire n'est pas vraiment authentique, et que quelqu'un est placé sur une place qui ne lui convient pas, et disons qu'il a un poste qui ne lui convient pas par rapport à ce qu'il est et à son travail, eh bien, va se créer ce que René Girard appelle une rivalité mimétique. C'est tout à fait logique, si on réfléchit bien. La hiérarchie n'est pas valide, si on veut, donc tout le monde va désirer la même chose, c'est-à-dire tout le monde va vouloir prendre le pouvoir. Donc il va y avoir une petite guéguerre au départ, et puis ça va arriver dans une rivalité mimétique. Ça marche dans toutes les communautés, que ce soit familiale, entrepreneuriale, une tribu, une nation. Et de cette rivalité mimétique, René Girard nous dit qu'il y a deux manières de s'en sortir. Soit la manière extrêmement négative, c'est-à-dire l'autodestruction, c'est-à-dire c'est vraiment Hobbes, quoi. L'homme est un loup pour l'homme, et tout le monde va s'entre-dévorer. On a découvert des dizaines peut-être pas des dizaines de milliers, mais en tout cas des milliers de villages en archéologie qui se sont des tribus qui ont disparu, pas du jour au lendemain, mais quasiment. J'en cite deux dans le livre. Oui, il me semble deux. Et qui sont en Turquie, il faut préciser, on ne parle pas de contrées amérindiennes ou autres. Voilà. Tout à fait, oui. Oui, il y en a une des deux qui s'appelle Çatalhöyük, qui est en Turquie actuelle. Et l'autre aussi est en Turquie, s'appelle Göbekli Tepe. Voilà, des noms très très simples à prononcer pour un Français. Mais il y en a d'autres un peu partout. Hein. Récemment, on m'a envoyé une momie qui avait été déterrée en Amérique latine, un enfant qui portait les marques d'un sacrifice humain et qui avait entre 500 et 800 ans d'existence. Et qui avait été momifié. Donc ça peut se trouver partout dans le monde, hein, parce que la pratique du sacrifice humain était absolument universelle. Hein, ça, il faut bien le comprendre, parce que ce désir mimétique est universel, et cette rivalité mimétique est universelle. Et peut-être que j'ai oublié quelque chose dans la partie humaine vraiment basse du désir mimétique, parce que tout n'est pas négatif non plus. C'est-à-dire que le désir mimétique ne crée pas forcément une rivalité mimétique. Je pense que c'est quand même important de le dire. Il peut y avoir une sortie par le haut, avec ce que René Girard appelle la médiation externe. Je pense qu'on peut quand même s'arrêter un peu là-dessus, parce que vous pouvez très bien admirer quelqu'un, par exemple un maître, un professeur, un intellectuel, tout ce que vous pouvez imaginer, et ne pas tomber forcément en désir mimétique, enfin en rivalité mimétique. Et pourquoi il dit externe? Parce que les deux êtres ne sont pas vraiment reliés, ils sont assez séparés pour ne pas créer cette rivalité mimétique, et ça donne des belles relations d'amitié entre un professeur et un élève. Alors c'est plus simple parce qu'il y a la différence d'âge, par exemple, et on peut imaginer qu'un élève de 15 ans n'aura pas les mêmes désirs qu'un professeur de 60, vous voyez, sauf dans certains cas d'inversion des valeurs que nous pouvons connaître dans notre cher royaume de France, n'est-ce pas? Mais voilà, en tout cas, dans un monde sain, on peut imaginer que ça peut se tourner comme ça. Mais il y a aussi la médiation interne, et là, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, où les deux êtres sont vraiment trop proches, et donc là, l'imitation du désir peut être copiée. Dans une vision un peu cyclique même, celui qui a été copié au début peut tout à fait se mettre à copier celui qui copiait d'abord. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très très cyclique et de très complexe. Et si à un moment donné, un des deux. Oui. Je vous laisse terminer, mais c'est parce que je pense qu'on pourra citer un exemple tout en restant sur le maître-élève, surtout avec les professeurs d'aujourd'hui. Je vous laisse continuer. Oui, tout à fait. Et on se rend compte, c'est ce que René Girard nous explique, qu'à un moment donné, l'un des deux doit disparaître. Donc il y a déjà cette prémisse du sacrifice et du bouc émissaire, mais j'y reviendrai après, et je vous laisse donner l'exemple. Oui, et je m'excuse de vous avoir coupé, mais c'est parce que, comme je l'ai dit, cet ouvrage, je l'ai trouvé passionnant et je suis ravi de pouvoir en parler. La plupart du temps, mon rôle, c'est simplement de poser des questions, mais j'espère pouvoir interagir un peu plus parce que, voilà,
J'étais vraiment très content de voir tout ce que ça peut éveiller. C'est-à-dire que la relation maître-élève, c'est d'ailleurs tout un sujet sur l'éducation nationale aujourd'hui. Il n'y a plus cette figure d'autorité, cette distance, cette représentation symbolique, on va dire, d'une certaine force, d'une représentation aussi de la transmission de certaines valeurs. Et quelle est l'image que l'on peut avoir aujourd'hui? C'est qu'avant, il y avait même une séparation avec, par exemple, je ne sais pas, les blues, aussi une certaine attitude. Il fallait être un collectif d'étudiants qui se maintient debout quand le professeur arrive. Il fallait même le nommer d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on se retrouve dans quelle situation qui est anecdotique aujourd'hui? C'est que maintenant, vous pouvez aller fumer une clope quand vous êtes au collège ou au lycée, vous pouvez aller fumer une clope avec votre professeur. Et là, c'est là ce qui est très intéressant, c'est juste après malheureusement que je vous ai coupé, c'est-à-dire qu'il y a une notion de sacrifice. Et c'est pas un sacrifice humain forcément physique, c'est qu'il y a en fait une logique de disparition obligatoire derrière. Et c'est vrai que là, lorsqu'il y a cette intrication, eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore respecter un professeur? Est-ce qu'un professeur peut encore exister symboliquement quand il se retrouve au même niveau que ses propres élèves? Et ça, c'est, je ne sais pas pour vous, chers spectateurs, j'espère que ça éveillera la même chose. Moi, je trouve ça fascinant comme élément conceptuel qui permet d'ouvrir tellement de portes de compréhension sur tellement d'interactions et à différentes échelles. Comme vous l'avez dit, ça passe du stade nucléaire familial à une échelle collective immense, même à l'échelle nationale. Oui, mais finalement, dans ce cas qui est quasiment sur tout le territoire aujourd'hui, au moins dans l'école publique, il y a quand même une personne qui est sacrifiée, c'est l'élève. Parce que l'élève ne peut pas s'élever. Il ne peut pas être élevé par quelqu'un qui est son semblable et qui imite, et avec des imitations en cycle, comme on l'a dit. Qu'on aime les jésuites ou pas, ils ont quand même inventé une chose très bien, c'est qu'il y avait l'estrade. Le professeur était plus haut que les élèves, qui étaient tous assis, normalement, derrière un pupitre. Et d'ailleurs, à l'époque, on ne pouvait pas sortir facilement. Moi, j'ai connu ça, hein, pourtant, j'ai que 41 ans, mais j'ai connu ça quand j'étais petiot. On ne pouvait pas sortir facilement de son siège parce que le siège était collé à la table. Je ne sais pas si des auditeurs auront ce même souvenir, mais pour sortir, il fallait vraiment faire un petit effort. Aujourd'hui, vous poussez votre chaise et vous pouvez sortir. Mais tout ça, ça compte. Tout ça, ça a été pensé. Et tout ça, ça compte, évidemment. Même l'encrier, que moi aussi, j'ai connu ça, hein. L'encrier pour bien écrire, etc., ne pas se tâcher, etc. Enfin, il y avait plein de codes qui permettent de valider la hiérarchie, c'est-à-dire le professeur est celui qui va enseigner, c'est le sachant, et l'élève, il s'appelle élève parce qu'il doit être élevé. C'est tout simplement ça, ça ne va pas plus loin. Et dans les familles, c'est exactement la même chose. Les pères démissionnaires qui deviennent soit absents ou manquants, ça c'est encore autre chose, mais ceux qui restent présents, on peut être présent et manquant d'ailleurs, mais ceux qui restent présents et qui jouent au copain-copain ou au pote, le père-pote avec son enfant, c'est exactement la même chose. Comment vous pouvez élever votre enfant si vous êtes son pote? Ça ne tient pas. Et je ne dis pas qu'il faut frapper tous les 5 minutes son enfant, hein, ça n'a rien à voir, mais il y a une figure d'autorité et le petit a besoin de cette figure. C'est-à-dire qu'il a besoin qu'on lui mette un cadre, des murs, des noms. Tout le monde grandit par le nom. Et s'il n'y a que des oui, vous sacrifiez votre enfant. Ça, c'est un sacrifice symbolique, mais ça donnera dans 15 ans, 20 ans, quelqu'un qui ne saura pas gérer ses frustrations, ceux qu'on voit dans les transports en commun qui deviennent complètement hystériques parce qu'il faut attendre 1 minute ou 2 que les personnes devant puissent passer, des gens mal polis, des gens mal élevés, enfin, toute la modernité qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment la clé, hein, l'absence de hiérarchie. De mémoire, ça veut vraiment dire la science du sacré, la hiérarchie. Je l'explique dans le livre, et c'est vraiment quelque chose de fondamental dans toute anthropologie familiale, nationale, mondiale. Tous les pays aujourd'hui qui s'en sortent à peu près au niveau géopolitique, ce sont des pays qui ont gardé des hiérarchies. Vous regardez tous les pays qui composent les BRICS, qu'on les apprécie ou pas, qu'on apprécie leur religion ou pas, qu'on apprécie leur méthode ou pas, eh bien, ce sont des pays, quand vous y allez, il y a des hiérarchies claires. Personne, on parlait de la Turquie tout à l'heure, personne en Turquie n'ira insulter un policier. Ça, c'est impossible. Ou n'ira secouer la voiture d'un policier. C'est totalement aberrant, totalement impossible. Personne n'ira insulter son père. Personne n'ira insulter sa mère non plus. Il y a des hiérarchies qui sont très claires. Tout le monde doit bosser. Enfin voilà, c'est la loi naturelle en fait. Je pense que René Girard au début n'avait pas la conception de la loi naturelle. Il en parle plus tard, mais c'est tout ce qui correspond à la loi naturelle, c'est-à-dire il y a la hiérarchie est d'essence divine, donc elle est naturelle et elle fait partie de la loi naturelle. Un père ne peut pas être le pote ou le fils de son propre fils. Voilà.
On pourrait digresser sur la démocratie et tout ce que vous voulez, hein, mais on va peut-être pas aller jusque-là. Mais en tout C'est un cas, des avantages du livre, c'est oui. que ce livre nous fait digresser dans nos propres pensées sur tellement de sujets. Ça nous permet de travailler et de développer énormément de points. Si vous avez un autre commentaire, je peux vous laisser continuer. Après, j'aurai aussi une question immédiate à vous poser pour continuer à creuser ce concept qui est important. Si vous avez un autre commentaire, je vous laisse le faire. Je voulais passer à la fin de ce désir mimétique qui se transforme en rivalité mimétique dans une communauté ou dans une tribu ou dans une nation. Parce que là, on va s'en sortir justement, soit on l'a dit de manière très très négative avec la disparition soit de l'entreprise, soit l'éclatement de la famille, les divorces, tout ce qu'on peut imaginer, et soit la disparition d'une tribu ou d'une nation, ou alors d'une manière qui n'est pas positive, puisqu'elle est extrêmement violente, mais qui est une manière, disons, de survie, qui est la désignation d'un bouc émissaire. Tout le monde a des images en tête qui arrivent normalement, que ce soit en famille, dans l'entreprise ou dans les tribus, pour ceux qui ont eu la chance de lire un peu d'ouvrages, de monographie, comme j'ai pu le faire à une certaine époque, ou dans une classe. On parle beaucoup aujourd'hui de harcèlement scolaire, mais le harcèlement scolaire, c'est une désignation du bouc émissaire, parce que la hiérarchie du professeur et du directeur n'existe plus. Mais on en a déjà parlé. Eh bien, cette désignation du bouc émissaire est très intéressante, parce que René Girard nous dit qu'elle se fait de manière inconsciente. Alors, il y a beaucoup de débats là-dessus. On peut discuter, moi je ne suis pas forcément d'accord dans tous les cas, mais en tout cas, il nous dit, lui, René Girard, que ça se fait de manière inconsciente. Et je pense qu'il a raison dans la majorité des cas. Et il faut que ce soit une personne qui fasse partie du groupe. Alors, si c'est la famille, ça peut très bien être un oncle, une tante, un fils, une fille qui se comporte mal à l'école, que sais-je. Dans l'école, ça peut être n'importe qui de la même classe. Donc, il est un peu comme nous, mais il faut qu'il soit un peu différent de nous. C'est-à-dire, dans une classe, on peut imaginer que ça peut être le petit gros, par exemple, ou le rouquin, ou l'intello, ou à une époque, ça pouvait être l'étranger, le noir ou l'arabe. Maintenant, ça ne fonctionne plus, puisque ce sont en général ces communautés-là qui désignent le petit blanc de la classe comme le bouc émissaire. Parce qu'il est comme nous, il fait partie de la classe, mais il est différent de nous. Il est trop blanc, ou trop intello, ou trop gros, ou trop maigre, ou trop grand, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et pensons à Oedipe, par exemple, qui est une très très belle figure de bouc émissaire. Oedipe était boiteux et il finit aveugle, enfin il finit borgne. Vous voyez, il y a des attributs physiques. On dit par exemple que le diable, c'est le boiteux. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la mythologie, j'en parle aussi dans le livre, dans la deuxième ou troisième partie. Il y a beaucoup de choses comme ça qui traversent toute l'histoire de l'humanité culturellement, où celui qui se fait expulser et sacrifier est boiteux ou un peu différent. On pense aussi, par exemple, à cette tribu dont je parle déjà dans Ce sang qui nous lie, dont j'ai oublié le nom ce soir, vous m'excuserez, mais qui est une tribu anthropophage, donc qui va manger tous les... Alors il y a des guerres entre tribus, ils vont gagner une guerre, ils vont manger tout le monde, pas de prisonniers, sauf une personne à qui on va donner une femme, un travail, une maison, donc il va faire partie de la communauté, et c'est lui qu'on désignera comme bouc émissaire ou ses enfants, dans 10 ans, 50 ans, 100 ans, tout ce qu'on peut imaginer, quand le cycle, si vous voulez, de l'Ordo Abkao aura été à son terme. Et donc ça, c'est très important de comprendre ça, comment est désigné ce bouc émissaire, parce que là, évidemment, on peut encore digresser, donc je vais peut-être pas le faire maintenant, je vous laisse rebondir, parce qu'on peut parler de tous les sujets, en fait, exactement, dans toutes les strates de tous les sujets. Je veux rebondir en expliquant que ça peut permettre de comprendre le monde extérieur, mais aussi notre être intérieur. Parce qu'il y a une citation donc, de René Girard sur cette partie-là qui est excellente. Et je pense que c'est un très bon exercice pour savoir quels sont les phénomènes inconscients que l'on subit ou non et pourquoi on peut être construit d'une certaine manière. Donc René Girard écrit « J'attire bien l'attention sur le fait que la cristallisation donc, des tensions du groupe au dépend d'une victime est un processus inconscient. » Donc là, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que dit René Girard en tout cas, et qui a aussi matière à débat, bien évidemment. La meilleure preuve de cette inconscience, c'est que si vous demandez aujourd'hui à toute la France, est-ce que les gens autour de vous s'en prennent à des boucs émissaires, vous n'aurez que des réponses affirmatives. Mais si vous demandez ensuite aux mêmes gens, est-ce que vous avez des boucs émissaires, vous n'aurez que des réponses négatives. Ça, je trouve ça excellent parce que c'est d'ailleurs un des immenses problèmes que l'on a aujourd'hui, même dans toutes les sphères, mais la sphère qu'on peut appeler des médias alternatifs, de la dissidence, c'est que
si on posait la question véritablement au spectateur, c'est est-ce que vous êtes vraiment en train de cibler un ennemi ou alors est-ce que c'est un bouc émissaire? Est-ce que c'est un ennemi qui représente un facteur ou est-ce que c'est un bouc émissaire intégral? Et ça, ça, je pense que c'est une excellente question à se poser parce que ça peut amener des surprises. Oui. Alors là, vous touchez un point, au-delà de notre milieu, mais vous touchez un point qui est à mon avis fondamental et c'est ce que j'essaie d'expliquer à la fin du livre. Si les gens pouvaient retenir ça, ce serait vraiment merveilleux. C'est que, à force de vous battre contre ce que vous pensez être votre ennemi, vous devenez votre ennemi. Ça, c'est prodigieux comme. Girard ne l'a jamais vraiment dit comme ça. Alors peut-être même que s'il était encore en vie, il dirait mais vous racontez n'importe quoi, je ne suis pas d'accord. Et pour moi, une des finalités de la pensée de René Girard, c'est celle-là. C'est-à-dire que le monde va mal. Je suis le premier à le dire, il n'y a pas de problème, on peut s'entendre sur les causes, on peut s'entendre sur les solutions, on peut s'entendre sur nos ennemis. Hein. Je ne dis pas qu'on n'a pas d'ennemis, évidemment, qu'on en a, c'est pas du tout la question. On en a plein, et on en a même dans notre propre camp. Mais si vous vous mettez à désigner uniquement un bouc émissaire, vous vous rendez compte assez vite parce que ce sont toujours les mêmes, ils font toujours partie de la même communauté, ou alors ils sont toujours la même couleur de peau, ou le même, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça n'est plus votre ennemi, en fait, c'est votre excuse. Et si votre excuse vous alimente et vous permet de vous lever le matin, si vous voulez, vous vous levez le matin, vous êtes un peu dépressif, mais dès que vous pensez à votre ennemi, vous allez beaucoup mieux parce que vous allez pouvoir vous battre. Déjà, c'est le meilleur moyen de ne rien faire de concret pour vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir un travail parce que vous n'avez pas le temps. Vous ne pouvez pas fonder une famille parce que ça vous prend trop la tête. Ça vous prend tout. Ça vous prend tout votre être. Vous avez du mal aussi à avoir une vie religieuse, enfin une vie spirituelle, parce que ça vous empêche de vous élever. Eh bien, vous allez petit à petit devenir comme votre ennemi et avoir les mêmes actions que cet ennemi. Je vous donne un exemple qui part de quelque chose de très positif. La dénonciation de toute la culture pédocriminelle en France, qui est réelle. Hein. Vraiment, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'en parle dès 2018 dans mon livre « Ce sang qui nous lie », où j'annonce, grâce à René Girard d'ailleurs, que les décennies à venir vont être celles de la montée de la pédocriminalité. Et officielle et d'État, je dis en plus. C'est dans mon livre et je n'ai pas censuré dans les rééditions ni rien. Donc, on peut pas dire que je suis aveugle là-dessus. Mais, par exemple, pendant les Jeux Olympiques, il y a eu beaucoup de choses pédocriminelles, je l'avais dit chez vos confrères de Toxin notamment, enfin en tout cas de pédophilie, qui ont été montrées pendant cette cérémonie des Jeux Olympiques. Mais les personnes qui ont dénoncé cela, parfois sont allées beaucoup trop loin, en faisant, et j'en ai vu, des gros plans sur le sexe de jeunes de 15-16 ans qui faisaient de la gymnastique, pour dire, regardez, elle, c'est une femme et ce n'est pas un homme. Et en fait, vous avez la même action que les pédophiles qui, eux aussi, vont faire le zoom sur le sexe de la fille. Vous vous rendez compte un peu de ce que c'est? Alors là, ce que vous venez de dire, c'est très subtil. Obsédé. Parce que là, la réaction pourrait être... Alors, j'espère être compréhensible, mais... Ah non, c'est parfaitement compréhensible, mais vraiment, c'est que là, il faut appeler à la lecture de l'ouvrage. Mais en tout cas, c'est comprendre la subtilité, c'est parce que on va subir naturellement, quand on va exposer ces problématiques, on peut avoir un phénomène de réaction très négatif, c'est-à-dire on aura toujours des justifications, des excuses de cette action, mais il faut comprendre que symboliquement, même, c'est ouvertement la même attitude que vous commencez à adopter. Et là, le sujet de la sexualisation de l'enfant, c'est que à y aller beaucoup trop loin, constamment, à en faire une cible ultime, unique, monolithique, et que c'est pour ça que René Girard parle aussi de cristallisation, eh bien, vous pouvez tomber dans ce piège-là. Ça ne veut pas dire là que si vous luttez contre la pédocriminalité, c'est que vous en êtes un. C'est que vous utilisez les mêmes outils de l'ennemi. Et ça, j'en profite pour faire ce rappel parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des confusions, je pense, mais pour moi, vous avez été clair, mais je vous aide. Bon, je donne un autre exemple pour être sur un sujet qui me parle. J'ai beaucoup travaillé par exemple sur l'ésotérisme franc-maçon, l'ésotérisme kabbaliste, ce genre de choses. Et encore une fois, vos confrères de Toxin m'ont gentiment accordé un reportage au sein de Notre-Dame qui a été diffusé. J'invite vos auditeurs à le regarder. Pas plus tard que jeudi dernier, jeudi 19 décembre, sur Toxin. Et j'étais avec mon petit téléphone et j'allais un peu voir ce qui pouvait être interprété comme est-ce que c'est ésotérique, est-ce que ça l'est pas. Mais je me suis dit surtout, ne fais pas l'erreur de vouloir en voir partout.
fait quelque chose d'honnête. Je ne dis pas que je suis neutre, mais j'essaie au moins de faire un travail honnête. Et par exemple, on a beaucoup vu et entendu et lu sur les réseaux sociaux, dans nos milieux surtout, que les damiers, par exemple, étaient des damiers maçonniques. Alors, je suis rentré dans Notre-Dame et j'ai filmé les damiers, et ce ne sont pas des damiers maçonniques. Vous voyez? Ce sont des damiers Et historiques. en fait, vous voyez, ce sont des damiers historiques, mais ça aurait pu être maçonnique historiquement, mais en fait, ils n'ont pas la forme des damiers maçonniques qui sont des damiers en forme de losange. Ce sont des damiers tout à fait bizarres d'ailleurs, parce que ça ressemblait, quand j'étais jeune, je travaillais dans un fast-food, dans un quick, et ça ressemblait aux damiers qu'il y avait dans le quick, vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose à en dire, mais en tout cas, ça n'est pas de l'ésotérisme franc-maçon. Et j'ai essayé d'être honnête comme ça sur tous les sujets. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont énormes, comme le reliquaire, que j'ai vraiment étudié et creusé dans cette émission, donc je ne vais pas le refaire ici. Mais voilà, ça veut dire que si vous passez 30 ans de votre vie à combattre un ennemi de manière trop exagérée et de manière mimétique, sans le recul, en fait, de la personne... En fait, dans les évangiles, il y a quelque chose de très important, c'est qu'avant d'avoir une vie publique, le Christ a eu une vie cachée. Et vraiment, faisons tous la même chose. Si vous voulez, quand vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans, en général, vous n'avez pas le niveau pour avoir une vie publique. Attendons un peu d'être maître chez nous, c'est-à-dire d'avoir une femme et des enfants. Attendons d'être un peu en règle de manière spirituelle. Attendons d'être un peu des hommes et des femmes, vraiment. Attendons d'être finis, d'être construits, si vous voulez, avant d'avoir une vie publique. Et souvent, il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de fonder notre vie personnelle. Et on est tout de suite mis en avant parce qu'on parle de sujets qui sont très graves. Hein. Je ne dis pas que ces sujets n'existent pas, hein. J'en parle même dans le livre sur René Girard. Mais souvent, ça donne des personnalités qui deviennent un peu hystériques et qui voient le mal partout. Et j'ai montré ça dans cette émission, notamment à Toxin. Mais vous devenez votre ennemi. Et qui a gagné si vous devenez votre ennemi? Posez-vous la question. C'est-à-dire que votre ennemi, lui, ne va jamais sur votre champ d'action. Jamais. Par exemple, si vous parlez de la franc-maçonnerie ne n'ira jamais sur le terrain de la tradition catholique. Absolument jamais. Tandis que si vous y allez, vous commencez par votre terrain, quel qu'il soit, hein, je ne dis pas que vous êtes tous des méchants catho-tradis comme moi sur GPTV, loin de là, j'imagine, mais si vous allez sur votre terrain et que vous faites des comparaisons, tout de suite, vous n'avez plus d'ennemis. Vous ne désignez plus un bouc émissaire, vous expliquez les choses. Et c'est totalement différent. Ça, c'est une grande leçon, moi, que m'a donné René Girard, sans vraiment me la donner, parce qu'encore une fois, il n'a jamais expliqué les choses comme ça. C'est attention à ne pas devenir monomaniaque et attention à ne pas désigner, nous aussi, des boucs émissaires, ce qui nous empêche ensuite de réfléchir, parce qu'on est dans un monde cyclique qui nous empêche de réellement produire un travail honnête. Encore une fois, on n'est pas neutre, hein. Mais au moins, essayons de rester honnête. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.